Bon, ben vous ouvrez dans le dossier d'assemblage que je vous ai fourni. Vous ouvrez le fichier INDD. Donc le lien que vous avez utilisé pour télécharger ce dossier d'assemblage, c'est celui-ci, hein, c'est bit.ly 2DMJAFV avec les majuscules et les minuscules là où il faut. Ça vous a permis de télécharger le zip, vous l'avez dézippé en double-cliquant sur lui puisque vous êtes sur un Mac, sinon sur un PC il aurait fallu faire un clic droit extraire. Et il s'agit donc d'un document qui a été fait avec InDesign et exporté en faisant menu fichier assemblage, qui rassemble tout en un dossier en fait. Et quand vous devez transférer un document InDesign d'un ordinateur à un autre, c'est comme ça qu'il faut faire. Sur le premier ordinateur sur lequel vous venez de finir votre document InDesign, vous allez dans le menu fichier assemblage, plutôt que de faire bêtement fichier enregistrer sous. Enregistrer sous enregistre seulement le document InDesign, le point INDD, mais en faisant fichier assemblage, ça crée un dossier tout seul avec le document InDesign, le document IDML qui permet d'ouvrir le document InDesign dans d'anciennes versions de InDesign, le document PDF qui permet de voir le contenu du document InDesign sans avoir InDesign installé, les instructions, mais là il n'y a rien que j'ai mis comme instruction, les fontes utilisées par le document, ça peut être intéressant. Ceci dit, je vous conseille d'utiliser plutôt des fontes qui sont disponibles en standard sur PC et Mac, les fontes Adobe, livrées avec Adobe, ce sera plus simple. Et le dossier des liens qui sont donc les ressources utilisées par le document, toutes les images utilisées par le document. Donc tout ça, c'est fait par InDesign quand vous demandez de faire un fichier d'assemblage. Très pratique quand vous devez donc transférer un document InDesign d'un ordinateur vers un autre ou archiver un document InDesign. Alors, si vous dézippez sur un PC, à cause des noms longs de certaines images, vous n'arriverez pas à tout dézipper. Il y a des images qui ne se dézipperont pas et seront donc manquantes dans le document. C'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, je vous préviens que depuis mai 2016, Windows, en enclenchant une option, on arrive à accepter les noms longs, comme sur un Mac. Mais la plupart des gens n'enclenchent pas cette option sur Windows. Et donc, ils sont limités à un chemin de 256 caractères. Et donc, quand on essaie de dézipper par clic droit extraire sur un PC, quand on essaie de dézipper un zip qui contient des noms longs, les noms longs ne sont pas créés. Ils sont manquants dans le fichier dézippé. Sur Mac, il n'y a pas de problème puisque ça accepte depuis très longtemps les noms longs. Plus de 256 caractères pour tout le chemin. Voilà, ça a été longtemps un avantage du Mac d'accepter des noms longs. Ça vous permet de faire vraiment des structures, des hiérarchies de fichiers, de dossiers, de gérer un peu vos documents. Sur un Mac, c'est très, très facile. Par contre, sur un PC, ça a toujours été pénible d'être limité à 256 caractères. Mais je vous dis, depuis mai 2016, Windows permet d'accepter les noms longs si ça vous intéresse. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, on est sur un Mac ici. Et on va utiliser InDesign. Alors j'ai la version anglaise de InDesign, vous avez la version française, donc je vais chaque fois de toute façon donner les noms des menus en français, comme ça vous allez trouver. Hein. Vous allez voir dans la projection là, les menus InDesign en anglais, mais vous allez facilement les trouver dans votre version française de InDesign. Donc j'ouvre le fichier INDD. Il n'est bien sûr pas sur une clé USB parce que ça foirerait complètement les choses. Il est sur un disque dur, interne ou externe, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il ne faut jamais travailler dans les logiciels au départ d'un document qui sont sur une clé USB. Ça fait tout foirer. Notamment, InDesign ne verra pas toutes les ressources. Et aussi, il n'y a pas de vérification d'erreur. Quand vous enregistrez directement du logiciel vers la clé USB, il n'y a pas de système de vérification d'erreur. Donc, il y a un risque que le fichier que vous enregistrez sur la clé USB soit illisible. Il vaut toujours mieux l'enregistrer sur le disque dur et puis vous le transférez sur la clé USB avec le système d'exploitation, le gestionnaire de fichiers. Donc le document s'ouvre, voilà. Je vais double-cliquer sur la main dans la palette des outils pour l'afficher bien centré. Vous allez utiliser Alt roulette pour zoomer en avant, en arrière. Donc d'abord le double-clic sur la main pour centrer les pages sur votre fenêtre de InDesign. Puis Alt roulette pour zoomer en avant, en arrière. Bien. Alors, ceux qui ont une roulette qui ne fonctionne pas, oui, il y a différentes manières de zoomer. On me parle de commande plus, mais bon, ça me paraît un peu foireux. Je vais plutôt vous conseiller barre d'espacement commande, qui est le raccourci de la loupe. Et là, vous pouvez cliquer plusieurs fois, ça zoome en avant. Barre d'espacement commande. Sur le PC, ce sera barre d'espacement contrôle, bien sûr. Pour zoomer en arrière, barre d'espacement
commande Alt, et vous cliquez, ça zoome en arrière. Barre d'espacement, commande Alt, ça zoome en arrière. Barre d'espacement, commande, ça zoome en avant. Voilà, donc c'est pour ceux qui n'ont pas une roulette qui fonctionne sur la souris. Donc Alt, roulette ne fonctionne pas bien chez vous, peut-être. Vous avez en tout cas ce qu'il faut. Vous avez bien sûr également le raccourci pour bouger le document dans sa fenêtre. C'est la barre d'espacement toute seule. Alors, en supposant que vous n'êtes pas en train de travailler dans du texte, parce que sinon il faudra utiliser la touche Alt à la place de la barre d'espacement. Mais là, c'est la barre d'espacement et on arrive à bouger le document dans sa fenêtre sans problème. Vous avez ce qu'il faut pour naviguer. Donc, allez activer la main ou la loupe, là, dans la palette des outils. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent dans les logiciels Adobe. On utilise les raccourcis, c'est mieux, parce que sinon, c'est vraiment foireux. C'est pour les débutants, ça. Vous êtes des pros, donc faites pas ça. Haha. Alors, palette page, menu fenêtre page. La palette page, chez moi, elle est comme ça. C'est-à-dire que quand elle est toute étroite comme ça, elle ressemble à ce que vous avez. Les pages se superposent les unes aux autres. Mais si je déplace la palette page, alors imaginons normalement, elle est à l'origine chez vous, je pense qu'elle doit être attachée comme ça, en fait, la palette page. Quand vous avez cliqué là, vous avez fait menu fenêtre page, voilà, elle apparaît là, et vous allez en fait la détacher par son onglet. Vous faites un clic et glisser pour la détacher. Et donc j'étais en train de dire que quand on l'agrandit, voilà, les pages sont superposées dans la palette page. C'est ce qu'on appelle un espèce de chemin de fer. Mais chez moi, il y a quelque chose en plus. Quand je prends la petite case en bas à droite et que je la déplace vers la droite comme ça, ça ne le fait pas, c'est super. Et bien voilà, il va falloir le faire aussi chez vous. On va faire en sorte que les pages se mettent les unes à côté des autres. Vous allez dans le menu de la palette page. Donc chaque palette a un menu. Et vous allez demander ici, afficher les pages horizontalement. Voilà, les pages se mettent les unes à côté des autres. Ce sont des doubles pages, bien sûr, c'est un document recto verso. Les pages se mettent les unes à côté des autres. Si vous avez agrandi la palette, parce que si elle est toujours étroite, vous avez toujours le même résultat. Hein. Ça suppose que vous avez agrandi la palette avec sa petite case en bas à droite. Les pages sont l'une à côté de l'autre, comme ça, voilà. Également, les gabarits des modèles de pages qui sont là sur le dessus de la palette page. Sur le dessus de la palette page, vous avez des gabarits qui sont toujours l'un au-dessus de l'autre. On va également les mettre l'un à côté de l'autre. Vous allez dans le menu de la palette page. Donc tout à l'heure, on est allé dans afficher les pages horizontalement, mais ici, il va falloir aller jusque option de panneau. La dernière ligne du menu de la palette page, option de panneau. Et vous allez décocher montrer verticalement. Vous décochez montrer verticalement en ce qui concerne les gabarits, les masters en anglais. On décoche ça, ok, et les gabarits sont l'un à côté de l'autre, c'est quand même mieux. On va peut-être modifier les dimensions des pages, dans les dimensions des pages, pas dans le document, mais dans la palette page, les dimensions des vignettes, je veux dire. Alors pour modifier les dimensions des vignettes, on va dans le menu de la palette page, jusqu'à la dernière ligne, option de panneau, et là vous avez possibilité de modifier la taille des pages, la taille des vignettes de pages dans la palette page. Donc je vais par exemple choisir extra large. Même chose pour les masters, pour les gabarits, extra large. Ok. Et voilà. On voit un peu mieux les choses. Peut-être que dans le cas de mon écran, qui est quand même assez petit au niveau de son nombre de pixels, je vais prendre juste large, mais vous pouvez prendre extra large, il n'y a pas de problème, ça devrait donner bien sur votre écran. Voilà. Donc, la palette page est divisée en deux parties. On a la partie du dessous, ce sont les pages du document. Et on a la partie du dessus, ce sont les modèles de pages. Certains de ces modèles de pages, notamment le D, le E, le F et le G, ont été faits au départ de pages du document. Donc c'est ça un peu la logique qui a été mise en place ici. On a créé les pages du document en démarrant des gabarits B et C, qui sont des gabarits qui contiennent une grille une grille modulaire, on pourrait appeler ça. Donc les pages du document ont été créées au départ de ces gabarits B et C. Et puis, à un certain moment, on s'est dit, tiens, ce serait bien que certaines pages du document deviennent elles-mêmes des pages modèles. Et c'est pour ça qu'on retrouve des pages ici qui contiennent des images. Bien sûr, l'idée, c'est que quand je vais réutiliser cette double page, par exemple la D, je la réutilise dans le document, je vais enlever les images qui sont là, le titre va changer, le texte long va changer. C'est ça en fait l'idée, hein, c'est que ça, c'est juste un modèle. Voilà, même chose là. Quand j'utilise dans le document cette double page E,
Voilà, si je la mets dans le document, j'irai enlever les images, le titre va changer, le texte aussi. Ce n'est qu'un modèle. Même chose pour le F. Et le G ici, c'était la même chose aussi, sauf qu'on a vidé, avant d'utiliser le gabarit G dans le document pour créer ce modèle de page, on a vidé dans le gabarit, les images ont été sorties, les textes ont été sortis. Voilà. Eh bien, essayons de créer au départ du gabarit G, du modèle de page G. Essayons de créer une nouvelle page. Donc vous allez simplement activer les deux pages du gabarit, là. Clic, majuscule, clic, les deux pages sont activées. Et vous allez les déplacer dans le document, par exemple à la fin du document. Donc vous prenez, après avoir activé les deux pages avec clic, majuscule, clic, vous prenez une des deux pages et vous la déplacez. Et à la fin du document, là, c'est bien là à la fin? Oui, ça doit être ça à la fin. Il n'y en a pas là? Non, il n'y en a pas là. Voilà, vous insérez. Vous voyez une ligne verticale qui vous dit que vous allez insérer. Et voilà, vous avez le gabarit G qui est là. Tiens, il ne porte pas le bon numéro. Haha. Je suis en train de remarquer que le gabarit G porte la lettre F. Ça, c'est un problème parce que je passe de temps en temps de la version française à la version anglaise de InDesign. Et il y a parfois des petits problèmes comme ça. Ça peut arriver. Ou c'est parce qu'il utilise le gabarit F, en fait. Oui, il utilise le gabarit F. Je vais vérifier. Ne faites rien. Je vérifie juste ici que... Oui, non, ça va, c'est bon. Donc, il porte bien la bonne lettre G. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici. C'est le gabarit G. Les pages sont basées sur le gabarit G. Bon, il se trouve qu'on a du parentage de gabarit ici. Le gabarit G utilise le gabarit F, qui lui-même utilise le B. C'est pas très important ici. C'est du parentage de gabarit, mais c'est pas très grave. Enfin voilà, vous avez déplacé le gabarit G, les deux pages là. Vous avez normalement des pages 22-23, vous avez ça qui utilise le gabarit G. Double-cliquez sur la page 22 par exemple, double-cliquez. Vérifiez que vous avez bien double-cliqué. Normalement, en bas à gauche de la fenêtre du document, il est indiqué que vous êtes en train de voir la page 22. S'il est toujours indiqué G, c'est que vous avez foiré. Vous n'avez pas double-cliqué, vous avez juste fait cliquer, c'est pas bon. Alors, je vais vous demander d'enregistrer le document régulièrement en faisant fichier enregistrer sous. Vous l'enregistrez dans le dossier d'assemblage. Voilà, dans le dossier d'assemblage qui contient le document sur lequel vous avez démarré, là. Vous allez enregistrer et vous allez changer le nom régulièrement. Par exemple, ici, à la place de document 50, je vais l'appeler 51. Donc c'est toujours une bonne idée d'enregistrer régulièrement ces documents sous un nom différent. Comme ça régénère la structure XML du document InDesign. Ça va éviter qu'il plante et qu'il soit inutilisable. De régénérer la structure XML, mais aussi, si vous faites une erreur créative, vous aurez au moins les versions précédentes du document. Donc ne faites pas l'erreur du débutant de travailler pendant des jours et des jours sur le même document InDesign. C'est vraiment foireux. Il faut un minimum de stratégie au niveau de la gestion informatique de ces documents. Sinon, vous n'êtes pas fiable, et ça, ne pas être fiable, c'est vraiment plus ennuyeux, encore plus que de ne pas être très doué. On peut s'en tirer dans l'infographie en n'étant pas très doué, et on évolue petit à petit. Par contre, quelqu'un qui n'est pas fiable, parce que quand on lui demande de faire un boulot 3 jours après, il risque de venir trouver le patron en disant « J'ai tout perdu, c'est la faute du serveur ». Ben non, c'est pas la faute du serveur qui a planté. Tu aurais dû sauvegarder, tu aurais dû avoir une stratégie de sauvegarde de tes documents, voilà. Donc, très important ce que je vous raconte là, et valable pour tous les cours évidemment, pour tous les métiers d'infographiste. Il faut être fiable. Ok, la palette des outils ici, je vais la mettre en 2 colonnes. Ce sera plus simple pour voir tous les outils. Donc vous avez la double flèche là pour faire passer la palette des outils en 2 colonnes, allez-y. Si vous avez paumé la palette des outils parce que vous avez cliqué sur la croix, vous allez dans le menu Fenêtre, Outils, et vous allez faire réapparaître donc la palette des outils. Donc on a ici des blocs texte qu'on peut sélectionner. Alors oui, quand vous essayez avec la flèche noire de cliquer sur les choses, rien ne se sélectionne parce que ça vient du gabarit. Il faut d'abord libérer les éléments du gabarit. Alors on y va. C'est normal, ce qui vient du gabarit n'est pas manipulable directement sur les pages. Vous remarquez ça,
que quand vous essayez avec la flèche noire de cliquer sur les éléments, rien ne se sélectionne. Vous êtes bien en train de travailler sur la page 23 ici, enfin en tout cas dans le document, il n'est pas indiqué G, vous ne travaillez pas sur le gabarit, c'est important. On n'est pas là pour repeupler le gabarit avec des images et du texte. On a utilisé le gabarit pour créer un modèle, pour créer une page dans le document, 2 pages d'ailleurs. Et on va maintenant, dans le document, remplir ça avec du texte et des images. Donc vous allez maintenant dans la palette page et en ayant vos 2 pages là qui sont activées, clic majuscule clic, vous allez demander de libérer les éléments du gabarit. C'est donc dans le menu de la palette page, vous allez demander libérer les éléments du gabarit. Au milieu du menu de la palette page, vous avez libéré les éléments du gabarit. Et donc, normalement, maintenant, quand vous cliquez avec la flèche noire, vous avez les éléments qui sont accessibles. Donc ça, c'est des blocs texte, ceci et ceci, c'est des blocs texte. Est-ce que vous voyez la ligne, quand vous cliquez sur un des blocs texte, vous voyez la ligne qui relie le bloc texte ici avec celui de la page de droite? Vous la voyez, cette ligne épaisse, ou pas? Oui? Bon, si vous ne la voyez pas, il faut aller d'abord dans le bas de la palette des outils. Il faut être en affichage normal pour voir les constructions du document. Ensuite, si vous ne voyez toujours pas cette ligne pendant que vous êtes en train de travailler sur les blocs texte avec la flèche noire, il faut aller dans le menu Affichage, Extra et demander de montrer le chaînage de texte. Il s'agit de 3 blocs texte qui sont chaînés. C'est-à-dire que quand je mets du texte dans le premier bloc, ça coule dans le second, puis ça coule dans le suivant. Donc c'est parfait. C'est une manière de faire la mise en page. On n'est pas obligé de le faire avec du chaînage de texte. Si vous avez l'occasion de regarder les autres pages du document à un certain moment, vous allez voir que certaines pages ont des blocs texte qui contiennent chacun leur texte et il n'y a pas de système de chaînage. Mais ici, il y en a. Alors, quand on colle du texte dans un bloc comme ça, et ça coule dans le suivant, puis dans le suivant, et si ça n'a pas assez de place, le comportement normal de InDesign, c'est de créer tout seul des pages. Il va créer tout seul des pages, il va ajouter des pages pour que le texte qui n'apparaît pas soit visible. Vous voyez, si je colle du texte là-dedans et qu'il n'y a pas assez de place pour montrer tout le texte, InDesign crée des pages. C'est plutôt ennuyeux, et normalement, dans ce document, ça a été désactivé. Cette fonction de création de page automatique, parce que sinon ça embrouille surtout les débutants. On va aller vérifier que c'est toujours bien désactivé. Alors, on va dans le menu Édition Préférences quand on est sur un PC, mais quand on est sur un Mac, on va dans le menu InDesign, Préférences, et on va jusque la ligne Texte. Donc les préférences qui concernent le texte. Et on vérifie que l'option qui crée automatiquement des pages est bien désactivé, parce que sinon ça va vous embrouiller. Donc c'est ici, c'est redistribution intelligente du texte. Ceci doit être désactivé. C'est le cas? C'était le cas chez vous? Parfait. Donc évidemment, quand on collera du texte et qu'il n'y a pas assez de place dans les blocs, on va voir apparaître à cet endroit-ci, au bas à droite du bloc, à cet endroit-là, on verra apparaître une petite croix rouge qui indique qu'il y a du texte en excès et qu'il faudra évidemment faire quelque chose, aller le mettre ailleurs, sur une autre page. Il faudra le sélectionner et aller le mettre ailleurs. On va tester ça, on va essayer ça. Alors on a affaire ici à des images des blocs images qui sont pré-réglés pour que quand on amène une image dans eux, l'image se redimensionne. Bon, je vous montre rapidement, mais ne le faites pas. C'est quand je sélectionne un des blocs et que je vais voir dans le menu Objet, Ajustement, Options d'ajustement de bloc, c'est ici que ça s'est pré-réglé. Remplir le bloc proportionnellement. L'image se redimensionne pour remplir le plus grand possible le bloc sans s'écraser dans un sens ou l'autre, l'image. C'est parfait. Alors on va quand même changer un peu la configuration ici des choses. Vous allez modifier les choses, on va faire ça ensemble. Par exemple, je me dis, tiens, le bloc de la page de droite ici, je vais le supprimer. Le bloc texte, sélectionnez-le avec la flèche noire et enfoncez la touche suppression. Il n'est plus là. On a donc seulement 2 blocs texte sur la page de gauche ici. Il n'y a plus de bloc texte à cet endroit-là.
Et on va aller créer des blocs images, parce qu'on va mettre en fait deux images là. Alors voilà. D'abord, il faut que je vous dise que si vous faites l'erreur de prendre l'outil texte et de cliquer sur un bloc image, vous le transformez en bloc texte. Et donc, il ne pourra plus contenir d'image. Sauf, et surtout si vous mettez du texte dedans. Si vous avez tapé du texte comme ça dedans, il ne pourra plus contenir d'image, il contient du texte. Pour le reconvertir, je vous explique, hein, si jamais ça vous arrivait, on ne sait jamais, un petit clic intempestif avec l'outil texte sur un bloc image, c'est si vite fait. Il faudra mettre le curseur dans le bloc texte, faire commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC pour tout sélectionner. Touche suppression, voilà, il n'y a plus de texte dans le bloc. Il faudra le sélectionner avec la flèche noire, le bloc, et le reconvertir par objet contenu. Il faudra dire que ce n'est pas un bloc texte, c'est un bloc image. Et du coup, les diagonales reviennent, c'est redevenu un bloc image. Alors voilà, je vais créer deux blocs images ici. Un qui va utiliser 3 rangées de la grille modulaire, puisque c'est un document basé sur une grille, ce qui permet quand même d'avoir une cohérence graphique dans le document. On peut avoir d'une page à l'autre des pages qui sont assez bien différentes au niveau du look, le positionnement des images, les titres, les blocs texte, et malgré tout, on sent qu'il y a une structure derrière, c'est ça l'idée. C'est comme ça que les magazines sont faits, avec une grille. Donc d'une page à l'autre, c'est varié, c'est bien, mais en même temps, c'est pas du n'importe quoi, il y a une grille derrière. Alors, première manière de créer le bloc, ben vous allez faire ceci avec la flèche noire, vous allez survoler n'importe lequel des 3 blocs ici, et avec la touche Alt, vous allez le déplacer, vous lâchez la touche Alt, vous lâchez le bouton à la souris, c'est une copie. Vous allez pouvoir la placer, la caler, normalement ça va se caler tout seul sur dans la colonne là. Voilà, et vous allez agrandir la poignée là au milieu, puisqu'on voulait un bloc qui fasse à peu près... Oui, on va faire 2 blocs images, comme ça. D'accord? Ça, c'est la première manière. Vous utilisez un bloc image vide et vous le dupliquez avec la touche Alt quand vous déplacez. Ou alors, on peut faire copier-coller d'une page à l'autre aussi, bien sûr. Maintenant... Voilà, c'est un bloc qui, quand j'amène une image dedans, ça va se redimensionner. On va tester. Vous allez sélectionner le bloc. Voilà, comme ça vous indiquez à InDesign que vous voulez spécifiquement amener une image là-dedans. Vous allez dans le menu Fichier, Importer. On importe une image. Vous naviguez jusqu'à votre dossier d'assemblage sur lequel vous êtes en train de travailler. Il est sur votre bureau. Vous l'avez mis quelque part. Et dans le dossier d'assemblage, parmi toutes les choses ici, vous avez un dossier qui contient les images, un dossier Links. Vous entrez dedans. Vous affichez éventuellement par icône le contenu du dossier Links. Comme ça, vous voyez les images. Et vous allez choisir d'importer une des images. Donc, par exemple, je vais importer la bestiole ici. Choisissez n'importe quelle image, c'est vous qui voyez. Et vous cliquez sur Open, là dans la boîte d'importation d'images. Vous cliquez sur Open et normalement, voilà, la bestiole est arrivée. L'image remplit le plus grand possible le bloc. Alors on avait une image horizontale, enfin j'avais une image horizontale là, et le bloc est plutôt vertical, mais c'est pas grave, on va ajuster ça. Donc quand vous manipulez un bloc image, vous le manipulez soit le conteneur et son contenu. C'est ce qui se passe quand vous prenez la flèche noire et vous cliquez sur le bloc. Il apparaît là avec des vecteurs bleus. Et c'est bien le bloc et son contenu qu'on manipule. Si vous essayez de le bouger, vous allez voir que vous arrivez à le bouger. Ah tiens, il est passé derrière l'autre. Ennuyeux ça. Sinon vous faites commande Z pour annuler jusqu'à ce qu'il revienne en place. Voilà. Donc, ça c'est le bloc et son contenu. Maintenant, le bloc il est bon, là, il est bien en place comme il faut. C'est comme ça que je le voulais sur la page. Par contre, le contenu doit être bougé, ajusté.
Vous allez cliquer avec la flèche noire sur le réticule central ici et vous voyez un cadre brun qui apparaît. C'est l'image, c'est le contenu du bloc. Vous êtes en train de bouger le contenu du bloc sans bouger le bloc lui-même. Vous pouvez y aller comme ça maintenant avec la flèche bouger, repositionner. Si vous gardez un peu enfoncé, vous allez voir toute l'image qui apparaît. Ça vous permet de la bouger peut-être un peu plus facilement. Bien sûr, ne faites pas ceci. Ça, vous avez l'image qui ne remplit pas complètement le bloc. Il faut quand même la positionner de manière à ce qu'elle remplisse le bloc. Avec la flèche noire, toujours, si vous voulez, vous allez pouvoir prendre une poignée du coin et enfoncer les touches Alt et majuscule. Alt et majuscule sur le clavier sont enfoncés pendant que je suis en train de bouger les poignées du coin. Vous voyez ce qui se passe? Ça redimensionne l'image dans son bloc. Donc ça, vous ne faites pas, bien sûr, puisque le bloc n'est pas complètement rempli. Avec Alt et majuscule, je prends une poignée du coin, j'agrandis, je lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Et puis je repositionne l'image, bien sûr. Voilà. Donc c'est du recadrage dans InDesign. Très intéressant. Il faut absolument maîtriser ça, la manipulation des images dans les blocs. Donc je récapépète. Avec la flèche noire, je clique à côté de tout, à côté de la page. Rien n'est activé. C'est une habitude à prendre dans InDesign pour remettre à zéro les sélections. Flèche noire, on clique à côté de la page. Puis quand je clique simplement, pas double-cliquer, je clique sur le bloc. J'arrive à le bouger éventuellement. Je peux le mettre là en bas éventuellement. Voilà. Faites ça aussi, mettez-le en bas. Vous le déplacez vers le bas. Voilà, on a réussi à déplacer tout. Le conteneur et son contenu. Maintenant, si avec la flèche noire, je clique sur le réticule central, c'est la même chose que de double-cliquer sur le bloc, en fait. Voilà. On a le cadre brun de l'image qui apparaît. Et en prenant une poignée du coin avec la touche Alt et majuscule, on arrive à redimensionner. Voilà, on repositionne. Il faut repositionner en reprenant l'image là, sur le bloc. Voilà. Alt et majuscule. Bien. Quand même assez génial, ça. Alors, on dit que pour une impression sur jet d'encre, il faut que la densité des pixels, ce qui sert à créer l'image sur les papiers sur une distance d'1 pouce, 2,54 cm, la densité des pixels, quand on imprime en jet d'encre, doit être de 150 pixels. 150 pixels de l'image doivent être utilisés sur une distance d'1 pouce quand on imprime en jet d'encre. Quand on imprime chez un imprimeur, un vrai imprimeur qui utilise une presse offset, il faut monter à 300 pixels par pouce, mais l'imprimeur vous dira de toute façon, en fonction du papier que vous utilisez et le tramage, il vous dira quelle doit être la densité des pixels des images. La résolution, on appelle ça la résolution. Quelle est la résolution de mon image ici? C'est pas en l'ouvrant dans Photoshop et en allant voir dans Photoshop dans le menu Image, taille de l'image, que je vais savoir quelle est la résolution de l'image. Je parle de la résolution de l'image telle qu'elle est là dans le document InDesign à ce taux d'agrandissement-là. Eh bien, on va aller voir ça. Menu Fenêtre, Lien, allez-y, menu Fenêtre, Lien. Je détache la palette des liens parce que c'est quand même plus sympa quand c'est flottant. J'agrandis, voilà, ça c'est la palette des liens. Je sélectionne avec la flèche noire le bloc en question. Voilà, on me montre, tiens, l'image, elle est là. C'est cette image-là. Ça peut s'agrandir encore si on veut. Hein. C'est cette image-là, qui se trouve à différents endroits du document. Et elle se trouve dans la page 6. On est en train de travailler la page 23. Elle se trouve également dans le gabarit F. Bon, peu importe. Donc, mais en tout cas, voilà pourquoi l'image est dans un dossier et qu'il y en a deux autres qui portent le même nom. C'est parce qu'elle est à différents endroits du document. Mais cette image-là, celle-là, à ce dimensionnement-là, quelle est sa résolution, sa densité de pixels? Eh bien, pour le savoir, vous allez déployer, si nécessaire, ici, les informations qui concernent cette image-là. Et vous allez voir, dans le bas de la palette, lien. Alors, on voit que c'est une image. Si je l'ouvre dans Photoshop et que je regarde dans le menu Image, taille de l'image, Photoshop m'indiquera que la résolution de l'image est 72 pixels par pouce. Mais ça n'a aucune importance. Quelle est la résolution de l'image dans Photoshop?
Ça avait de l'importance dans les années 90. Il fallait préparer les images pour les utiliser dans un logiciel de mise en page. Et on disait que généralement, il fallait les mettre à 300 pixels par pouce. Ça fait, depuis les années 2000, ça n'a plus de raison d'être, même si je sais que dans les écoles, encore en 2018-2019, on dit aux étudiants qu'il faut qu'ils mettent leurs images à 300 pixels par pouce pour les utiliser dans la mise en page. Mais c'est des bêtises. Ça n'est plus nécessaire parce que InDesign fait très bien le redimensionnement des images. Et vous voyez cette image ici, à cette dimension-là, dans ma mise en page, chez moi, elle a 284 pixels de densité. C'est sa résolution. On est très proche de 300 pixels par pouce, on peut dire que c'est OK, c'est bon. Elle est non seulement imprimable sur une imprimante jet d'encre sans aucun problème, puisqu'il aurait fallu qu'elle soit à 150 pixels par pouce pour le jet d'encre, ou plus. Et pour un imprimeur, il faut qu'elle soit à 300 pixels par pouce ou plus, mais j'ai une marge, je peux accepter que 284 ce soit bon. D'accord? Quand on exportera le PDF pour l'imprimeur, je le fais ici, ne le faites pas. Fichier exporté, print, voilà, et on enregistre ça à un certain endroit. Quand on exportera le PDF pour l'imprimeur, il faudra que dans la boîte ici, on demande compression. Il faudra demander échantillonnage à 300 pixels par pouce. Pour les images qui sont au-dessus de 300 pixels par pouce. Ça veut dire que toutes les images dans le PDF, c'est le document qu'on donne à l'imprimeur, elles seront à 300 pixels par pouce. Donc les images qui sont à 800 pixels par pouce dans InDesign, il y en a. Hein. Il y en a même qui sont à 1000 pixels par pouce. Si c'est des images qui ont beaucoup de pixels et que je les ai mises petites sur la page, la densité des pixels est grande. Et également les images qui sont en dessous de 300 pixels par pouce seront ramenées à 300 dans le PDF. C'est parfait. Il faudra ici que j'indique aussi que je convertis les couleurs vers une norme d'impression FOGRA, donc une norme d'impression CMJN. Donc mes images qui sont toutes RVB là dans InDesign, ça fait quand même depuis 15 ans que Adobe dit qu'il faut utiliser des images RVB dans InDesign. Mes images RVB seront converties vers le bon CMJN dans le PDF. Oui, parce que la plupart des gens qui vous ont dit, si vous êtes passé en école secondaire graphique, ils vous ont dit qu'il faut que vos images soient en CMJN. Si ça tombe, ils ne sont même pas au courant que des CMJN, il y en a plein qui existent. Plein de différents. Donc voilà, c'est aussi une bêtise qu'on dit dans les écoles secondaires graphiques de mettre les images en CMJN si c'est pour l'impression. Ça fait 15 ans que Adobe dit que ça doit être en RVB. Et c'est au moment où vous exportez le PDF que vous transformez tout en CMJN. Que ce soit les blocs couleurs de InDesign qui sont RVB, les décorations que vous avez faites, les fichiers vectoriels, enfin tout. Voilà. En tout cas, voilà, pour ce qui est de la question de la résolution, et même aussi on a parlé des images RVB, vous êtes maintenant au courant. Utilisez des images RVB, peu importe la résolution de l'image quand on l'ouvre dans Photoshop, ce qui compte, c'est la résolution effective dans InDesign. Alors, donc tu me dis que dans ta résolution effective, il t'affiche 2 dimensions. Un peu comme ceci, quoi. Oui, un peu comme ça, voilà. Bon, ça, c'est quand on fait l'erreur, et là, j'annule ce que je viens de faire. Je suis revenu à une seule dimension de résolution effective. C'est parce que quand tu as redimensionné l'image avec la flèche noire, en prenant la poignée du coin avec Alt majuscule, tu as fait ceci. Tu as, en fait, lâché les touches avant de lâcher le bouton de la souris. Et donc, les touches qui sont censées contraindre les proportions pour qu'elles soient conservées, ben, elles n'ont servi à rien puisque tu les as lâchées avant le bouton à souris. Voilà, donc c'est pas très grave ici, tu peux laisser comme ça, mais enfin, voilà d'où ça vient en fait. Hein. C'est pour ça que je vous avais dit, je pense, les touches, vous lâchez les touches après le bouton de la souris. J'ai peut-être pas dit, j'ai peut-être oublié, mais enfin voilà, c'est une touche de contrainte, voilà comment ça marche. Alors, il nous reste un endroit où on n'a pas d'image. Ben, on va faire l'autre manière de créer des blocs images. Vous allez juste ici prendre l'outil de création de blocs rectangulaires. Alors, je vais quand même vérifier. Dans la palette des calques, allez-y aussi, menu fenêtre calque. Vérifiez qu'on est bien sur le bon calque, parce qu'il y a plusieurs calques dans cette image.
Il y a un calque pour les images et le texte qui sont mis l'un à côté de l'autre sur les pages pour faire la mise en page. C'est bien sur celui-là que je suis en train de travailler. Il est en surbrillance, il est sélectionné, et en plus il n'est pas verrouillé. On a un autre calque, habillage, qui est pour les images qui habillent, on va en parler tout à l'heure. On a un autre calque pour les bandeaux de navigation, ce sont des choses qu'on met sur le bord des pages. Il y en a un à un certain endroit. Là, voilà, sur la page 3, on a un bandeau de navigation qui aide quand on tourne les pages de la revue à se situer. Mais c'est pas obligatoire, bien sûr. On a un calque spécial pour la numérotation. On a des calques spéciaux pour les repères. En tout cas, voilà, on est bien en train de travailler sur le bon calque, image et texte, c'est parfait. Et je vais créer un nouveau bloc ici. Donc vous prenez l'outil de création de blocs graphiques, donc des blocs qui sont censés contenir des images. Et vous pouvez tracer le bloc en commençant là et en terminant là. Bon, sinon, là je fais CTRL Z, vous pouvez aussi le faire comme ça. Et puis après, vous le redimensionnez avec la flèche noire. Vous allez le mettre tip-top sur les marges. C'est important parce que en mettant les blocs qui collent aux repères et aux marges, quand on va modifier éventuellement l'orientation du document ou un peu la dimension du document, InDesign va travailler pour nous. InDesign travaillera pour nous, il va repositionner les blocs. Ça ne marchera que s'il colle aux repères et aux marges. Voilà, on a un bloc image. Alors, ce bloc image, on pourrait, ne le faites pas, je vous montre, on pourrait aller dans le menu Objet, Ajustement, Options d'ajustement de bloc, et le pré-régler pour que l'image se redimensionne toute seule quand je l'amène dans le bloc. Mais je ne vais pas le faire ici, je vais directement amener une image dedans. Donc le bloc est bien sélectionné, ça veut dire que l'image que je vais aller chercher va tomber directement dedans. Je fais Fichier, Importer, allez-y. Allez chercher une image. Elle est dedans, voilà. Et alors, elle n'apparaît pas en entier. Si je clique sur le réticule central, je devrais voir un bloc brun, je ne le vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une Sakweken Van AVC. Mais en fait, si vous zoomez en arrière, vous allez voir le bloc brun, il est là. L'image est en fait immense. Elle déborde. Elle déborde. Donc c'est parce que le bloc, contrairement à celui qu'on a utilisé, là, le bloc rose qui était fourni dans le document, ce bloc-là n'était pas pré-réglé pour redimensionner l'image. Alors c'est pas grave. Je le sélectionne. D'abord je vais cliquer à côté de tout, ce qui n'est pas évident, pour désactiver. Je clique avec la flèche noire à côté de tout. Puis, je vais sélectionner le bloc. Clic, voilà. Il est bien sélectionné, le bloc, pas son contenu. Et là, on va demander manuellement que l'image se redimensionne toute seule. Allez-y. Quand vous êtes certain d'avoir bien sélectionné le bloc, Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Vous voyez, tout ça a été grisé avant qu'on mette l'image dans le bloc. Mais forcément, puisqu'il n'y avait pas d'image à redimensionner. On avait juste accès au pré-réglage du bloc. Mais ici, Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Et voilà. L'image surdimensionne. Elle déborde peut-être de manière malheureuse. Oui, c'est quand même malheureux que le phare, dans mon cas ici, soit coupé par le bord d'image. C'est pas grave. Même chose que pour le loup. Je clique sur le réticule. Et puis, avec la flèche noire, toujours, je vais déplacer l'image. Je peux enfoncer la touche majuscule pour qu'elle se déplace sur l'axe. Voilà. Je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule, et voilà. L'image, c'est bon. Comme ça, vous voyez les deux choses. Utiliser des blocs pré-réglés ou faire vous-même le réglage manuellement sur chaque bloc. Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. N'oubliez pas d'enregistrer le document. Je l'enregistre à nouveau sous un nom différent dans le dossier d'assemblage que je vous ai fourni. C'est très bien. Alors vous allez avec la flèche noire cliquer à côté de la page, rien n'est sélectionné. Et on va importer 4 images dans les blocs qui restent là. Remarquez que je ne les sélectionne pas avant d'amener les images. C'est pour ça que je vous dis, cliquez avec la flèche noire à côté de la page, rien n'est sélectionné. Vous allez dans le menu Fichier, Importer. Et vous allez sélectionner avec la touche Commande du Mac ou Contrôle du PC. Vous allez sélectionner 4 images. Donc je vous laisse choisir les images que vous voulez
Voilà, 4 images, ce sera pas mal. J'ai activé 4 images avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC. Ouvrir, c'est dans la boîte. Là, vous avez 4 images qui sont dans le curseur. Vous pouvez les passer en revue avec les flèches gauche et droite sur le clavier. Et décider laquelle vous mettez en premier. Par exemple, je vais décider, tiens, celle-là, je vais la mettre sur le grand bloc rose là. Je vais cliquer sur une zone rose de ce bloc de la page de droite. Mais pas sur une marge, pas sur le bord du bloc, vraiment sur le bloc là. Et normalement, elle va aller dedans toute seule. Voilà, elle y va. Je vais faire la même chose pour les autres blocs. Clic, 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 et voilà. Vous avez placé plein d'images d'un coup rapidement. Il faut parfois les repositionner, bien sûr. Toujours même chose, réticule central, touche majuscule, je bouge. Voilà. Ok, ça c'est bon aussi, on va dire. En bas à droite dans la palette des outils, la case aperçu vous permet de voir ce que ça va donner. Ça, ce sera votre document. Bonne astuce ici, quand vous devez faire des documents qui ont un look professionnel, faites aller les images jusqu'au bord des pages. C'est très bien quand vous faites ça. Les images jusqu'au bord des pages. Parce qu'une photocopieuse couleur, une imprimante ne sait pas en général imprimer jusqu'au bord des pages. Mais un imprimeur sait le faire. Bon, dans certains copie-services, ils savent le faire aussi. Hein. Donc ici, il y a eu besoin de rien faire, puisque le bloc, il débordait de façon de la page. C'est ce qu'on appelle un système de fond perdu en impression. Il débordait un peu du bord de la page. En fait, l'idée, c'est que l'imprimeur va imprimer les pages sur des feuilles plus grandes que nécessaire, et puis il va plier les feuilles, les couper, et ça fait un magazine. C'est ça l'idée. Hein. C'est pour ça qu'on imprime au-delà du bord de la page. C'est ce qu'on appelle le fond perdu. C'est pour ça que le bloc déborde du bord de la page ici. Et donc, pour voir la prévisualisation du document, c'est dans le bas de la palette des outils, c'est l'icône de droite ici. Voilà. On peut travailler InDesign en étant en aperçu, c'est pas un problème. Je clique par exemple sur le réticule central ici. Je zoome en arrière pour pouvoir manipuler facilement avec la flèche noire, Alt majuscule. J'agrandis un peu. Voilà, parce que je trouve que ce sera plus sympa comme ça. Voilà. Donc il y a une bonne astuce, c'est une bonne astuce en mise en page de faire aller les choses jusqu'au bord des pages. Ça donne un look professionnel. Autre chose, même dans vos images qui ne sont pas jusqu'au bord des pages, faites en sorte que la totalité de l'objet ne soit pas visible. C'est ce que j'ai fait ici pour le loup en bas. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que l'image ressemble un peu à une fenêtre qui montre la réalité. Un peu, vous êtes dans une maison, vous voyez une fenêtre, il y a des choses à l'extérieur, vous ne voyez pas nécessairement la totalité des objets qui sont à l'extérieur. Voilà. Donc si je clique là-dessus et que je redemande objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, voilà, j'ai le loup ici qui va être vu en plus grand. C'est pas nécessairement génial ça comme mise en page, vous voyez. Ça fait un peu comme une boîte dans laquelle, même s'il dépasse, là, c'est vrai qu'il dépasse, mais c'est pas génial. Il vaut mieux recadrer, ne pas tout montrer. Bien, on va terminer avec le texte. Alors ici, je prends l'outil texte et j'indique que je travaille dans le bloc texte. D'accord ? Avec l'outil texte, je clique dans le bloc texte, on voit le curseur qui clignote. On pourrait aller coller quelque chose qui vient du web, mais je vais remplir avec du faux texte en attendant d'avoir le vrai texte. Donc je vais faire un clic droit, allez-y, clic droit, remplir avec le texte de substitution. Donc c'est du faux latin qui arrive et qui remplit. Même chose pour le titre, ici vous pouvez cliquer, clic droit, remplir avec le texte de substitution, et vous avez un faux titre. Alors si le clic droit ne fonctionne pas sur vos souris, vous allez faire à l'ancienne, les premières souris sur les Mac n'avaient pas de clic droit, vous allez faire un contrôle-clic, ce qui correspond à appeler le clic droit de la souris. Bon, il nous reste à nous occuper de l'image qui habille, parce que là il y a un bloc
qui n'a pas été déverrouillé quand on a demandé tout à l'heure libérer tous les éléments de gabarit. Ce bloc image là qui habille n'a pas été déverrouillé parce qu'il était sur un calque qui était lui-même verrouillé. Donc la fonction n'est pas arrivée à déverrouiller ce bloc qui est sur un calque à part, sur un calque qui s'appelle habillage. On va s'occuper de ça. L'habillage de texte, c'est vraiment un truc génial dans InDesign. C'est vraiment ça qui va faire la différence aussi avec une mise en page qui a été faite dans Word. Par rapport à Word, faire de l'habillage de texte dans InDesign, faire une image qui repousse le texte, c'est quand même pas mal du tout. Au passage, si vous devez faire un document Word un jour, si on vous impose de faire un document Word, vous pouvez le faire dans InDesign et puis le convertir en Word. L'astuce, je vous la donne, on ne va pas avoir le temps de le faire ici. Il faut exporter le document InDesign en PDF. Il faut ouvrir le PDF dans Acrobat Pro, qui est le logiciel pour manipuler les PDF. Une fois qu'il est ouvert dans Acrobat Pro, vous avez fichier enregistré sous et vous avez tout plein de formats dans lesquels vous pouvez enregistrer votre PDF, notamment en Word. Donc vous aurez un document Word fait dans InDesign, en fait. Parce que parfois, on vous impose de faire du Word. Pour certaines choses, c'est imposé. Alors, on va utiliser une des images qui sont là pour faire un détourage dans Photoshop. Donc, par exemple, vous pouvez aller sur la page 20 et vous avez l'image de ce loup. Elle ne me paraît pas trop mal. La page 20, vous allez sur l'image du loup ici. Vous allez dans la palette des liens. Et il s'agit d'une image au format... Tiens, c'est du JPEG. OK. Eh bien, on va demander de l'ouvrir dans Photoshop. D'accord, vous avez ça, cette image-là, sur la page 20. Vous voyez que les pages sont numérotées, bien sûr. Elle est là. Vous allez dans le menu de la palette des liens. Dans le menu de la palette des liens, vous allez demander « Modifier avec ». Modifier avec, et vous choisissez Photoshop, et normalement ça doit s'ouvrir dans Photoshop qui va se lancer. Si ça ne marche pas, vous lancez Photoshop et vous essayez d'ouvrir l'image qui est dans le dossier Links et qui porte ce nom-là. Mais là, ça a l'air de s'ouvrir, en tout cas chez moi, dans Photoshop. Voilà, ça s'est ouvert dans Photoshop. Ça s'est ouvert dans Photoshop. Vous avez peut-être eu un message sur les profils couleurs. J'ai pas le temps de vous expliquer les profils couleurs ici. Donc, si vous avez le message, vous pouvez éventuellement choisir, préférer le profil incorporé et cliquer sur OK. Voilà. Bon, il s'agit d'une image de type sRGB. Mais les profils couleurs, c'est une autre histoire. Alors, touche F, je passe l'image en plein écran sur le Mac, comme ça avec la barre d'espacement. Faites ça aussi sur le PC, quand vous serez sur un PC, la touche F, ça vous permet avec la barre d'espacement de bouger l'image comme vous voulez dans la fenêtre. On va donc faire un... J'avais pas vu l'image en entier, il manque les pattes du loup, mais enfin, on va faire avec. Ça peut se remodifier, ça. On peut recréer les pattes si vraiment nécessaire sous le loup. Mais donc voilà, ou alors on va faire un dégradé, ça pourra se faire aussi. Ok, donc vous voyez que dans InDesign, j'avais pas vu le bas de l'image, alors je croyais que les pattes étaient visibles et on va faire un détourage sur le loup, mais c'est pas très grave, on va s'en sortir malgré tout. Donc voilà, vous allez dans la palette des calques de Photoshop, menu fenêtre calque. Alors, vous allez ajouter un masque de fusion sur le calque. Vous cliquez donc sur l'icône de masque de fusion ici. Le masque de fusion est encadré, c'est donc bien sur lui que vous travaillez. Vous allez prendre un pinceau, le pinceau, tout à fait normal. Vous vérifiez que dans le dessus, il est bien indiqué que le mode d'application est normal et que l'opacité est 100%. Vous êtes en train de dessiner en noir. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur l'icône pour réinitialiser et sur l'icône ici pour inverser. Réinitialiser, inverser. On y est. On est bien en train de travailler sur le masque qu'on a ajouté. C'est lui qui est encadré, ce n'est pas l'image à côté. Je ne veux pas amener des pixels noirs sur le loup, je veux amener des pixels noirs sur le masque de fusion que j'ai ajouté
de manière à masquer le décor vert du loup. Alors voilà, vous avez CTRL-ALT et vous pouvez cliquer avec le bouton gauche du Mac en ayant CTRL-ALT enfoncé. Quand vous bougez de gauche à droite, c'est la dimension de la brosse. De haut en bas, c'est la dureté de la brosse. CTRL-ALT et clic gauche sur la souris du Mac. Quand on bouge de gauche à droite, c'est la dimension. De haut en bas, c'est la dureté. Pour faire la même chose sur un PC, il faudra faire CTRL-ALT, mais cette fois, ce sera le clic droit sur le PC pour arriver à modifier la brosse. Et bien sûr, c'est sur l'image qu'on clique quand on veut faire ça. Alors, il y a plein de manières d'aborder le problème, mais ici, je vais faire par l'extérieur. Voilà. Alors, ben, regardez, c'est très simple. Je prends une forme de brosse qui n'est pas trop... une forme de brosse qui n'est pas trop grosse, quoique pour le flou des poils, là, je pourrais quand même y aller comme ça, vous voyez. Je modifie la dimension de la brosse au fur et à mesure que je tourne autour de la bestiole. Je n'hésite pas à zoomer. C'est une brosse à bord flou, ça va, vous voyez, hein, parce que l'animal, il a des bords flous, il est duveteux. Évidemment, ici, c'est une sélection rapide. Donc, le but est que, quand j'utilise cette image dans InDesign, je ne vois apparaître que la bestiole. Son décor d'herbe, là, ne va pas apparaître. Barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre. Vous avez déjà eu un cours de Photoshop? Ou pas? Oui, donc ça va alors, c'est... Finger in the nose. Bon, pour les oreilles, je prends une petite brosse. Faites ça rapidement, on n'a pas trop de temps pour faire ça. En plus, ça peut se retravailler un peu par la suite. On n'est pas obligé de faire ça nickel de premier coup. Puisque c'est une image Photoshop, de toute façon, le calque va rester... On va l'enregistrer au format Photoshop, hein. C'est une image JPEG en fait qu'on a ouverte, mais on va l'enregistrer au format Photoshop, et donc le calque va rester avec son masque de fusion. Donc on va pouvoir retravailler le masque par la suite. Le loup a des reflets verts parce qu'il était dans l'herbe verte. Ça aussi, ça se corrige. Voilà, une fois que c'est fait, vous prenez la brosse et vous tournez sur le reste du décor. Faut pas hésiter à prendre une grosse brosse. Hein. On vous demande pas de nettoyer les toilettes à la brosse à dents. Hein, on n'est pas à l'armée ici. Donc prenez pas une brosse minuscule pour faire le tour de la bestiole. Alors, quand je suis tout près de la bestiole, bien sûr la brosse est un peu petite ici, mais après je vais prendre une brosse plus grande pour finir. Si jamais vous avez débordé sur la bestiole, vous n'auriez pas dû, et bien sûr vous dessinez en blanc, vous connaissez le principe du masque de fusion. Ce qui est blanc dans le masque, c'est ce qui fait apparaître, ce qui est noir, c'est ce qui masque. Voilà, grosse brosse, vous voyez, ça y va rapidement. Et voilà. Alors, c'est un peu foireux parce que le bas des pattes n'y est pas, mais bon. On va pouvoir rapidement trouver une astuce pour... soit on va rechercher des pattes de loup ailleurs et on les ajoute. C'est quelque chose qui peut se faire, ça s'appelle du photomontage. Soit on va faire un petit dégradé pour faire aller les pattes vers le vide. Un nouveau masque avec un dégradé dedans. En tout cas, enregistrez l'image au format Photoshop. Il n'y a pas le choix, c'est ce qu'il vous propose de toute façon. Enregistrez-la dans le dossier des liens. Dans le dossier liens. Voilà. Ça peut garder le même nom, mais l'extension est différente. Donc, elle va aller se mettre à côté de la version JPEG. Vous avez une version PSD, une version Photoshop